Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvora Serao, directrice du projet Lamorim. Bonjour à tous nos auditeurs. Merci de nous retrouver pour la première émission de l'année scolaire. Dans cette émission Apprendre ou à donner, donc je rappelle à tous les auditeurs et les auditrices que cette émission est dédiée donc à tout ce qui a à voir avec l'éducation juive, la pédagogie, la didactique, les enseignants et les parents qui s'intéressent donc non seulement à ce métier, à cette profession, mais aussi aux objectifs de l'éducation juive, de l'identité juive. Et donc, comme nous l'avons fait par le passé, donc ces derniers mois, à peu près depuis le mois d'avril, on va recevoir aujourd'hui un invité pour continuer à parler de cet engagement qu'on a en tout cas à la Morim par rapport à l'enseignement de l'hébreu, pour parler de nouveaux projets, et puis pour présenter un partenaire, l'Organisation sioniste mondiale. Et donc avec nous aujourd'hui Jean-Charles. Alors, à un niveau personnel, Jean-Charles, bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir. On se connaît depuis quelques années. Je vais prendre le temps de vous présenter, de dire quelques mots sur votre parcours, et puis on parlera ensemble donc de cette institution israélienne présente un peu partout dans le monde, de son action, et puis aujourd'hui de son action un peu plus pédagogique, qui est la raison pour laquelle on se rencontre aujourd'hui. Donc Jean-Charles, vous êtes enseignant, formateur et éducateur de formation. Vous avez dirigé les EI de 81 à 86, les éclaireurs israélites, le mouvement de jeunesse. Après 2 années passées étudiées dans le cadre du prestigieux programme de Jerusalem Fellows à l'Institut Mandel de Jérusalem, vous avez pris la direction du département jeunesse, culture et formation au Fonds social juif unifié. Donc vous êtes installé en Israël, vous avez dirigé la World Confederation of Jewish Community Centers, et puis vous avez fondé et dirigé jusqu'en 2014 la délégation israélienne du Fonds social. Et donc, en tout cas pour moi, c'est à ce titre que je vous ai connu. Depuis 2017, vous dirigez le département promotion de l'ALIA à l'Organisation sioniste mondiale. Bienvenue. Merci. Alors, avant de parler un peu de votre mission, de votre action au sein de ce département, je souhaite que pour nos auditeurs et je l'espère pour nos auditeurs qui nous écoutent un peu de manière avec une écoute attentive pour des éducateurs, éventuellement des parents. Parlez-nous un tout petit peu de l'histoire de l'OSM, comment elle naît, quelle est sa mission et comment est-ce que sa mission a évolué aujourd'hui. Et on va faire court parce que c'est une longue histoire puisque nous avons fêté nos 121 ans. L'organisation sioniste mondiale, Histadrut Hatzionit Haolamit, a été créée par un monsieur que l'on connaît, j'espère, Théodore Herzl. Nous sommes à Bâle en 1897 et c'est le résultat en fait du premier congrès sioniste. Donc je suis toujours très heureux, fier de dire que nous avons à notre actif la création d'un petit État qui s'appelle l'État d'Israël. Et pour pouvoir arriver à cet État, nous avons aussi suscité tout au long de l'histoire, la création et la mise en place d'un certain nombre d'institutions que nos auditeurs, j'espère, connaissent. Nous avons créé l'Agence juive pour Israël, qui était à l'époque l'organe que s'était donné le Yishuv pour parler avec les Anglais et d'autres. Nous avons créé le Kiren Kayemet l'Israël, le Fonds national juif, parce qu'il fallait acheter des terres et faire refleurir le désert. Attention, vous avez dit le Fonds national juif. Le fonds, voilà. Oui, le fonds national, Keren, c'est un fonds, et l'objectif était de collecter des fonds. Ensuite, nous avons créé le Keren Hayesod, donc là aussi, il s'agissait de créer, de donner les moyens à l'entreprise, au projet sioniste de se réaliser. Et aussi, nous avons créé une banque, parce qu'il fallait, par exemple, qui s'appelait la Banque Anglo-Palestine, et que je suppose qu'un certain nombre de gens connaissent sous le nom de Banque Leumi aujourd'hui. Voilà. Donc, nous avons créé les structures de l'État avant la création de l'État, et tous les dirigeants sionistes, par exemple, on parle beaucoup de cette fameuse déclaration Balfour, c'est au président de l'organisation sioniste mondiale que Lord Balfour a écrit cette fameuse missive. Donc voilà, c'est une organisation qui a été dans les prémices du sionisme politique, qui a abouti en 1948 à la création de l'État. Et depuis 1948, la mission du sionisme ne s'est pas arrêtée, parce qu'il y a du travail à faire à l'intérieur du pays et il y a aussi beaucoup de travail avec
les Juifs qui sont encore en dehors d'Israël. Alors justement, toi, on peut comprendre l'importance de cette institution au moment de la création de l'État, avec, comme vous venez de le dire, le développement de tous ces organes qui permettent justement de faciliter l'avancée, la création au niveau social, au niveau politique, au niveau même financier, parce que vous avez mentionné la création de la banque. Comment est-ce que cette institution s'adapte à la modernité? Comment est-ce que j'ai envie de dire, l'identité de cette organisation s'adapte aujourd'hui dans le monde en proposant des projets? Autour de quoi est-ce que ces projets évoluent? Alors, sur le modèle des Jeux Olympiques, nous avons tous les 4 ans nos élections au Congrès, le fameux congrès sioniste. Donc, les prochaines auront lieu en 2020. On se rapproche. Et au cours de ce congrès sioniste, les membres du congrès, qu'ils viennent d'Israël ou qu'ils viennent de tous les pays de la diaspora, décident des contenus et je dirais, des missions que se donne l'organisation. Et au cours du dernier congrès, donc qui s'est déroulé maintenant il y a 3 ans, il a été décidé la création d'un certain nombre de départements. Par exemple, celui dont je m'occupe pour la France et la Belgique, qui est le département promotion de l'ALIA, mais nous avons aussi un département de l'éducation, puisque nous sommes dans une émission pour l'éducation. Nous avons un département de lutte contre l'antisémitisme. Malheureusement, il a été réactivé ces dernières années dans un certain nombre de pays à travers le monde. Nous avons aussi un département du développement rural, puisqu'il s'agit d'aider les petites villes, les petits villages et qu'il y a dans le nord et dans le Negev, puisque c'est une priorité de l'État d'Israël, et donc nous y travaillons de manière extrêmement active. Nous avons aussi un département d'activité en diaspora, avec l'organisation de diverses actions, dont un séminaire. Par exemple, au mois de novembre à Marseille, il y aura un séminaire qui est organisé par ce département et ouvert à tous les publics. C'est un séminaire européen. Et donc, pour nous, c'est très, très important. Donc, des actions extrêmement précises, pratiques, suivant différents départements, pour répondre aux besoins des communautés de diaspora. Alors voilà, vous parlez des besoins de communautés. Il est vrai que je suppose qu'auprès de nos auditeurs et de nos auditrices, on connaît plutôt l'OSM de par son activité très intense dans l'organisation d'Ulpanim, dans les communautés. Alors vous nous avez parlé de beaucoup d'actions de l'OSM au sein en Israël, en diaspora. Parlez-nous un tout petit peu de ces Ulpanim. Pourquoi la priorité sur ces Ulpanim communautaires? Quel est un peu votre recul là-dessus? Parce que je pense que ça peut être intéressant, notamment dans l'action que nous avons dans les écoles juives, où je rappelle ici à nos auditeurs que dans le cadre de la Morim, on a donc on a fait faire un audit très précis avec les 30 écoles avec lesquelles nous travaillons, et qu'une des priorités qui est vraiment remontée comme étant une demande des parents et une demande des enseignants et des directeurs d'école, ça a été le niveau d'hébreu des élèves. Donc on s'attend à ce qu'un élève qui termine l'école juive ait un niveau minimum pour pouvoir lire, comprendre, parler, s'exprimer à l'oral. Et c'est intéressant de voir qu'en parallèle, l'OSM a développé tout ce système. Je voudrais juste qu'on revienne un tout petit peu donc sur cette idée des Ulpanim. Où est-ce que ça en est aujourd'hui? Comment est-ce que ça évolue? Et puis, de manière plus large, parler de l'action de l'OSM donc en diaspora et plus particulièrement en France. Effectivement, dans le cadre de notre département, il y en a d'autres, comme je l'ai dit, dans le cadre de notre département, il nous est apparu important d'installer, je dirais, un certain nombre de projets phares et des priorités. Le premier a été la question de l'Ulpan d'Ivrit, de cette classe d'hébreu, et nous avons créé plus de 150 classes à travers toute la France, mais aussi la Belgique, mais la majorité, évidemment, la grande majorité est en France, tout simple pour plusieurs raisons. Premièrement, nous sommes l'organisation sioniste mondiale, département promotion de la Alia. Nous nous occupons de promotion de la Alia, pas d'Alia directement, c'est la répartition de travail qui est faite avec l'agence juive. Si vous voulez ouvrir un dossier pour partir en Israël, ça c'est le travail de l'agence juive. Nous voulons arriver dans un certain nombre de communautés, de synagogues, d'associations, d'écoles, et dire
monter en Israël, aller vivre en Israël est possible. Et nous aussi, nous savons qu'il y a un certain nombre de difficultés quand on veut s'installer en Israël. Alors, il y a des difficultés qui sont connues. Il faut trouver un emploi. Il faut trouver une maison dans des conditions, dans des bons quartiers, dans des conditions pas trop chères. Effectivement, l'immobilier coûte cher en Israël. La Terre Sainte coûte cher. Mais il y a une autre question qui est importante, qui est l'éducation. Donc, il y a un vrai besoin de trouver une école. Alors, il n'y a pas d'école à la française en Israël, il faut le comprendre. Et puis surtout, Israël contrairement au judaïsme français où je dirais que celui qui a faim rentre et mange. Ça veut dire on ne demande pas quel est son niveau de judaïsme à l'entrée dans une école Mais c'est comme juive. ça qu'on se prépare. Mais en Israël, eh bien, il y a des écoles religieuses d'État, il y a des écoles d'État, donc non religieuses. On a même des réseaux privés. Donc, très souvent, les Français qui arrivent, qui ont des enfants, quand ils n'arrivent pas à trouver l'école Lucien de Hirsch ou l'école ou le modèle, je dirais l'école Yavneh Marseille, alors ils sont un petit peu désorientés. Donc, l'école est un point important. Et l'une des questions importantes, c'est la langue. Maintenant, c'est quoi l'hébreu? C'est non seulement apprendre une langue pour pouvoir communiquer, trouver du travail, etc., etc. Et pour nous, c'est important dans la préparation. Mais pour ceux qui ne veulent pas faire leur alia de suite, c'est une langue de culture. C'est notre histoire, c'est notre culture, c'est alors vous faites bien de le préciser parce que je voudrais pas que nos auditeurs et auditrices soient troublés. Il est évident que dans le discours qu'à la Morim on a pu avoir avec les écoles, ce qui est remonté du terrain, c'était l'hébreu, pas seulement dans la perspective de faire sa alia, mais exactement sur le point que vous soulevez, c'est que un juif de France ne perçoit pas son identité sans avoir intégré l'hébreu en tant que véhicule, moteur de culture, de clés de lecture, de société, d'héritage. Si je peux me permettre de manière très très moderne, si je peux me permettre, je pense que les publics des synagogues ne comprennent pas toujours ce qu'ils lisent dans leurs livres. Et je pense que quand on regarde Fauda en hébreu, on en profite beaucoup plus. Voilà. Donc il faut parler l'hébreu d'abord parce que nous sommes dans une période incroyable. Il n'y a jamais eu autant de personnes à travers le monde qui parlent l'ivrite. C'est la révolution, évidemment, de Eliezer Ben Yehuda, du sionisme, etc. Et je pense que c'est une réussite. Il y a là un point très important qui est parler l'ivrite pour pouvoir communiquer entre les Juifs à travers le monde, qu'ils vivent en Israël, aux États-Unis, en France ou même à Anvers. Et on sera d'accord pour dire qu'Israël n'a pas moins besoin de Juifs de France parlant bien l'hébreu que de Juifs de France en Israël. Et que tout ça, en tout cas, ça permet, ça alimente cette identité dont on parle. On va se laisser pour une courte pause. Et puis on se retrouve juste après la pause, toujours avec Jean-Charles Zerbib, donc avec nous aujourd'hui, pour parler de l'OSM et des futurs projets en collaboration avec la Morim. Jean-Charles Zerbib, donc avec nous pour cette émission Apprendre ou à donner, donc l'émission dédiée à l'éducation, à l'enseignement et plus particulièrement l'éducation juive. Donc Jean-Charles, je vous ai présenté tout à l'heure avant la pause pour parler on a beaucoup parlé de l'OSM, de sa mission. On a un petit peu parlé de l'Ulpan, de la place de l'hébreu et la place de l'hébreu également. Alors vous en avez parlé au niveau des communautés et puis nous on en a parlé. J'en ai parlé un petit peu plus au niveau de la Morim et de ce que l'on essaye de faire. En France dans les écoles. J'en profite donc pour dire par rapport à l'actualité de la Morim que une série un niveau d'Ulpan a été terminé. Donc un Ulpan qui s'est articulé avec des Ulpan intensifs et des Ulpanim continus, des enseignants qui au bout de 250 heures de formation ont réussi à passer d'un niveau d'Ulpan à un autre en partenariat avec l'Université hébraïque de Jérusalem, donc 36 enseignants qui ont participé à cela. On en est très fiers, on en profite ici, ils se reconnaîtront pour les féliciter, parce que cela veut dire qu'aujourd'hui, on a 36 enseignants qui étaient dans un niveau moyen, bête, pour certains sont passés déjà à Dalet, et pour la majorité à Gimel. Donc c'est un partenariat avec l'Université hébraïque de Jérusalem. On a validé ces niveaux, on a donc parlé des Ulpanim aussi avec vous, Jean-Charles. Aujourd'hui, on est là pour parler ensemble d'un nouveau projet sur lequel la Morim est partenaire. Nous en sommes très fiers. C'est un projet qui va s'articuler à plusieurs niveaux dans la communauté, qui va se tenir fin novembre. Et donc, je vous laisse le plaisir de le présenter et on articulera un petit peu après, on explicitera, un petit peu après, comment est-ce que ça va se faire dans les écoles.
Tout à fait. Permettez-moi juste, puisque j'avais dit qu'on avait 2 programmes phares, donc on a parlé des Ulpanim, mais on en ouvre des nouveaux. Il y a de nouveaux à Boulogne, à Puteaux, et évidemment aussi dans les régions. Quand on est parisien, on dit la province. Quand on est issu des régions, on dit les régions. Et pour nous, c'est très très important, et on peut se renseigner parce que la phase d'inscription est actuellement. Maintenant, nous avons aussi un programme où nous faisons tourner des intervenants qui viennent d'Israël pour présenter toutes les facettes possibles. Par exemple, le dernier intervenant qui a circulé était Dvorah Kahn, du Kibbutz Natsif, qui dirige un séminaire de conversion. Il a fait une tournée, y compris de petites communautés. Et le sujet de la conversion. Alors, à titre personnel, j'en profite pour vous dire que je ne me suis pas empêchée de dire que je félicitais l'OSM d'avoir fait intervenir une femme sur ce sujet. Je trouve, non seulement, on connaît la personne et on sait évidemment d'où elle vient et qui elle est, mais je trouve que avec tout ce que l'on a entendu dans l'actualité au niveau, que ce soit sur le guet ou sur autre chose, d'avoir là sur la conversion sur un sujet qui est aussi brûlant, une femme, je trouve que c'était très courageux. Merci beaucoup. Nous le dirons et nous ferons écouter à Dvorah Kahn cette émission. Et là, par exemple, nous avons cette semaine aussi, nous faisons venir un créateur de mode israélien, Yossi Katsav, qui est au centre communautaire, qui va aller au centre communautaire de Paris. Nous avons une exposition sur la mode en Israël. Donc nous essayons de parler d'Israël et de rendre possible et réel Israël, tout en n'oubliant pas le rêve, puisque notre fondateur l'a dit, si vous le souhaitez, ce ne sera pas un rêve. En ce qui concerne les écoles juives, pour nous, et c'est extrêmement, d'abord, c'est un vivier très important, et par rapport à l'étude que vous avez faite, il y a peut-être un misunderstanding, une incompréhension. Les responsables des écoles pensant plus que les parents sont intéressés à ce que leurs enfants aient de bons résultats pour entrer dans les grandes écoles, en particulier les écoles de gestion et autres, et ne voyant pas toujours dans l'hébreu ou dans l'enseignement des matières juives un point important. Et pour nous, il est aussi important de comprendre que être dans une école juive, c'est bien sûr être excellent dans les matières mathématiques, anglais, physique, tout ce que l'on veut, mais c'est aussi le bon moment pour renforcer son identité juive. Et une identité juive en 2020, 2019, en 5780, ne peut être déconnectée de la plus grande communauté juive au monde qui s'appelle Israël, de sa langue et de ses valeurs qu'elles soient historiques, culturelles ou religieuses. Alors, je suis d'accord avec vous jusqu'au moment où vous dites que les directeurs d'école... Alors, je rappelle quand même que l'audit qui a été fait... Il ne faut jamais... Non, en grande majorité, les directeurs d'école en sont tout à fait conscients. D'ailleurs, je vais vous donner une illustration de ce que je dis. Grâce à la Morim, il y a de nombreuses écoles, on va dire 20 des 30 écoles qui participent à la Morim, qui ont sollicité la Morim pour s'équiper avec de nouveaux manuels, de nouveaux programmes. C'est une des priorités dans tout ce qui a été évoqué comme étant la priorité de l'école juive, de leurs écoles. C'est le sujet de l'hébreu qui est revenu en premier. C'est pour ça que on en parle plusieurs fois dans le cadre de ces émissions, mais c'est vraiment l'hébreu. Je pense que ça a été vraiment compris, mais encore une fois, si on y revient, il y a un problème de moyens. Et la Morim est là pour pour aider, pour accompagner ces écoles à s'équiper et à se faire accompagner en formation. Tout à fait. Il y a un certain nombre de questions. Le temps scolaire est un point important. Et le nombre d'heures d'enseignement, évidemment, quand on se rapproche du bac, mais il va y avoir quelques réformes de ce côté-là. Mais je peux comprendre la pression qu'il peut y avoir aussi bien sur les enseignants, les écoles, les directeurs, que je salue au passage, et les parents qui souhaitent que leurs enfants aient la plus belle carrière possible. Donc nous avons décidé d'organiser en partenariat avec les grandes institutions et nos partenaires habituels, puisque la Morim, mais aussi le Fonds social juif unifié, les consistoires de Paris centraux et les consistoires régionaux, mais aussi un certain nombre d'institutions diverses et variées. Nous organisons fin novembre, entre le dimanche 24 novembre et le Shabbat 30 novembre, une série d'événements, parce que nous voulons mettre l'hébreu al rosh simchatenu, c'est au sommet de notre joie, que l'on dit, c'est-à-dire de faire en sorte que dans les mouvements de jeunesse,
grâce au programme Noé et du Fonds social, aux différents mouvements de jeunesse concernés avec qui nous avons parlé, dans les centres communautaires, dans les synagogues où il y a l'idée de faire un Shabbat be'ivrit, un Shabbat en hébreu, où l'on va étudier l'hébreu comme Lashon HaKodesh, comme langue sacrée, entre guillemets. Aussi bien dans encore une fois, une grande fête pour les jeunes et étudiants, où le DJ sera pour l'un français et pour l'autre israélien. Mais nous voulons aussi qu'il y ait dans tous nos classes d'Ulpanim, on en a 125 déjà ouvertes, il y a un temps différent sur le plan justement de l'hébreu avec des cours ouverts pour permettre aux gens de comprendre. Si je peux me permettre, il y a quelques années, on aurait pu dire l'hébreu c'est pas du chinois, mais aujourd'hui j'ai l'impression que le chinois surtout le mandarin s'étudie de plus en plus. Donc on ne peut plus dire ça. Donc l'hébreu, c'est pas une langue barbare, c'est ma langue culturelle. Et je connais, et je crois que vous connaissez aussi, il y a des exemples dans le monde. Par exemple, au Maroc, on apprenait dans les écoles de l'Alliance sans aucun problème le français, l'arabe et l'hébreu. Et on pouvait jongler. Il y a une école à Anvers qui est connue, Tarkemoni. On la connaît un petit peu. On apprend, en plus, on rajoute le flamand et du yiddish. En France, il y a peut-être, ça s'est beaucoup amélioré ces dernières années, beaucoup amélioré, mais je crois qu'il faut encore développer et nous allons essayer d'être présents. Premièrement, quand on est dans une école, on est là dans un lieu d'enseignement, donc nous souhaitons qu'au GAN, à l'école primaire, enfin à l'école maternelle, à l'école primaire, au collège et au lycée, il y ait des unités d'enseignement pendant cette semaine-là, mais que ça continue. C'est ça. On en reparlera de suite. Cette semaine est un prétexte. Bien sûr. C'est un appetizer, c'est l'apéritif. On veut que ça continue toute l'année. Donc il y a un vrai travail qui soit autour de l'ivrite, enseignement, mais aussi des temps et beaucoup plus ludiques. Par exemple, dans chaque école. Voilà, c'est ce que je voulais dire, parce qu'on parle beaucoup d'enseignement formel, on parle de faire vivre une école. L'école, c'est quand même des cours, ce sont des enseignants, des emplois du temps, des programmes. Et ce que vous essayez, ce que nous, on a accepté de faire avec vous aussi, c'est de se dire que on n'apprend pas uniquement derrière une table avec un stylo en main et une feuille devant soi. Un enfant, à partir du moment où il entre à l'école, doit être complètement entouré, à chaque moment sollicité pour pouvoir acquérir. Et effectivement, quand on parle d'une langue, c'est encore plus pertinent de le dire. Et donc, on va tenter ensemble de prévoir un programme pédagogique pour cette semaine sur de l'enseignement de l'hébreu, ou pour que à chaque moment que l'enfant soit à la cantine, ou qu'il arrive dans l'école, ou qu'il en sorte, ou qu'il soit en récréation, ou qu'il soit avec un surveillant, qu'il ait l'occasion de pouvoir prendre l'hébreu, apprendre l'hébreu, mais aussi se familiariser avec la culture israélienne, parce que l'hébreu, c'est aussi la culture israélienne, avec tout ce qu'elle a, comme message, comme identité, comme couleur, j'ai envie de dire. Effectivement, c'est un pays assez coloré. C'est une mosaïque intéressante de ce point de vue-là, que ce soit les couleurs du désert, de la mer, ou des quelques montagnes que nous avons quand même. Donc l'idée, effectivement, c'est important, mais nous respectons le lieu de l'école en tant que lieu d'enseignement. C'est-à-dire qu'en amenant, bien sûr, les techniques et les moyens que nous donne l'éducation non formelle, mais en respectant ce lieu qui est un lieu d'éducation formelle. Nous avons pensé, par exemple, qu'il y ait dans chaque école Pinat Ivrit, un coin de l'hébreu où il va y avoir des photos, des posters et aussi des jeux en hébreu. On peut jouer au Scrabble en hébreu. Tout à fait. On peut jouer à un certain nombre de jeux en hébreu et montrer que c'est possible et montrer surtout aux enfants qu'ils connaissent beaucoup de mots, beaucoup plus que ce qu'ils ne pensent, et puis peut-être que ça va sonner dans leur oreille et que l'été prochain, quand ils seront sur les plages de Natania et qu'ils voudront acheter une glida, alors ils auront les mots pour pouvoir commander le parfum qu'ils souhaitent. Alors si vous me permettez, puisqu'on est dans le rêve, on va continuer avec le rêve d'Herzl. J'espère qu'après tous ces efforts, les enfants juifs de France sauront faire plus en hébreu qu'aller commander une glace. Je pense aussi, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour nous, c'est important de montrer que lo bashamaim i, que l'hébreu n'est pas dans les cieux. L'hébreu, c'est une langue vernaculaire que des gens utilisent aujourd'hui pour vivre au quotidien, mais aussi évidemment pour étudier notre tradition, ou étudier des textes modernes. Lire Agnon en hébreu et lire Agnon dans sa traduction, lire Amos Oz en hébreu, ça change tout. Bien sûr. Alors, donc, avant d'arriver à Amos Oz
on va prendre un certain temps, mais je pense qu'il faut, encore une fois, ouvrir le champ des possibles. Tout à fait. C'est notre volonté. Et en espérant, surtout, ce qui est important pour nous, c'est ce qui va se passer le 1er décembre. Bien sûr. C'est-à-dire le lendemain de cette semaine. Moi, j'ai une petite pensée pour... ça va être la question à 10 000 points, si vous l'acceptez, pour ce dernier temps dans notre émission. J'ai une petite pensée pour les enfants qui ne sont pas à l'école juive, les enfants qui ne sont pas au Talmud Torah, pour diverses raisons, qui sont éloignés, qui n'ont pas directement accès. Qu'est-ce que l'OSM a à leur offrir? C'est gentil. Alors je peux répondre à cette question par une pirouette, qui est la pirouette des Pirkei Avot, qui dit l'autre avot, ce n'est pas à toi de terminer le travail, mais ta responsabilité c'est de le commencer. Pour en étant beaucoup plus sérieux, nous avons des ulpanim en ligne, par exemple. Bravo. Et je pense que, alors vous me direz, les enfants, les écrans, on peut faire un séminaire complet là-dessus, mais je pense que si on arrive à faire en sorte qu'il y ait des enseignements, non seulement pour les adultes, pour les étudiants ou les jeunes adultes, mais aussi pour les enfants, où au lieu d'être sur leur écran, qu'il y ait des jeux en hébreu qui soient diffusés. Exact. Alors on n'arrivera pas à Warcraft et à tous les jeux qui permettent, mais je pense qu'on peut imaginer des choses qui permettent, donc toucher ces publics. Et peut-être que vous abordez là une question importante. Nous savons qu'il y a un renforcement du nombre d'enfants dans les écoles juives, mais qu'il y en a encore beaucoup dans les autres systèmes d'éducation. Et il faut aussi s'adresser à eux. Nous en sommes tout à fait conscients. En tout cas, nous, sur notre plateforme, sur notre site web, sur notre page Facebook, on ne manquera pas de relayer et de mettre à disposition du grand public tous ces outils qu'on développera, toutes les choses qui sont nécessaires pour pouvoir s'imprégner de l'hébreu et pouvoir, qui sait, commencer une démarche, non pas d'Aliyah, pas forcément, quoique, mais en tout cas une démarche identitaire qui sera une démarche identitaire qui n'est pas moins importante. Jean-Charles Zerbi, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup de vos bonne chance. Shana Tova à tous nos auditeurs et nos auditrices pour qui nous l'espérons, l'année sera très douce et très belle. À bientôt. Apprendre ou à donner, une émission présentée par Dvorah Serrao, directrice du projet Alamorim.